Risque de spoiler dans cette vidéo. Macaron vert, mon favori. Pour une fois, ne tergiversons point durant l'intro. Oui, je sais, vous aimez parler au début. C'est un peu comme des préliminaires, un petit jeu de séduction entre vous et moi au sein duquel vous vous mettez dans le rôle de ma future conquête et durant lequel je dois redoubler d'inventivité pour vous accrocher suffisamment pour que vous ne quittiez pas la vidéo comme des sagouins. Mais j'ai un cœur, vous savez. Je ne suis pas qu'un réceptacle à vos fantasmes les plus fous et surtout les plus inavoués. Derrière ce corps d'albâtre se cache... Bah, déjà une bibliothèque avec des figurines. Ah, c'est pas super finot, dites donc, hein. Mais surtout, un cœur de géant de papier. Dernier reliquat de ce que l'on est en droit d'attendre du mal alpha. Je vous imagine déjà derrière votre écran, la bave aux lèvres et l'œil d'orve en train de vous demander « Mais où veut donc en venir ce merveilleux coprophage des temps anciens, cet Apollon des temps modernes, ce Cyril Hanouna des temps à venir? Quelles obscures essences dissimulent au fond de sa caboche où se reflètent l'intelligence et la réflexion la plus profonde? Que cherche-t-il à nous faire comprendre ?» On va parler bouquin. En même temps, la chronique du lecteur, c'est un peu un putain d'indice, vous voyez. Cherchez trop loin des fois. Allons-y. Aujourd'hui, on risque de m'accuser un petit peu de copinage, et vous aurez sûrement raison, car on va parler du livre de mon meilleur pote. Mais je pense sincèrement qu'il a sa place ici, donc... Laissez-moi donc vous parler vite fait de l'auteur Romain Gors. Né le 24 février 1980 à Fontainebleau, il passe une enfance somme toute normale et suit des cours de japonais, en tant que grand fan de Dragon Ball devant l'éternel. Fasciné par le cinéma, il se passionne pour le travail de comédien et début des années 2000, il prend des cours de comédie à Âtres, une grande école de théâtre lyonnaise. Par la suite, il parcourt la France pour présenter divers spectacles et participe à plusieurs projets de pub et courts-métrages. Fort de son expérience, il devient logiquement metteur en scène et prodigue divers cours de théâtre, improvisation et d'écriture. En parallèle, cet amoureux d'heroic fantasy et de polar rédige son premier roman qui sera publié en 2006 aux éditions Je Publie. Et c'est justement de ce livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Sans plus attendre, laissez-moi vous parler de Par le fer et par le sang, de Romain Gors. Ce qu'il faut savoir. Lorsque l'histoire commence, le jeune prince Kinnison est en fuite en compagnie de deux chevaliers de Scalia, Ix et Cassidy. La région de Jaspa vient en effet d'être envahie par un ennemi inconnu et puissant, un ennemi capable d'assassiner un roi. Mais à peine nos héros trouvent-ils refuge dans la région de Scalia que déjà l'ennemi implacable frappe à nouveau. Il ne semble rester qu'une seule solution à Kinnison et ses compagnons, rejoindre le royaume d'Augusta et prévenir le roi Malmat qu'un danger terrible pèse sur l'intégralité des royaumes et peut-être même du monde. Comme pour l'épisode consacré à ma propre série littéraire, je ne pense pas que mon avis sera véritablement objectif. Malgré tout, laissez-moi vous donner mon ressenti suite à la lecture de Par le fer et par le sang. Dans Par le fer et par le sang, nous faisons la connaissance d'un groupe d'aventuriers certes quelque part classique et équilibré, mais néanmoins efficace. Kinnison, Ix et Cassidy ne sont pas interchangeables et chacun a ses propres défauts, avantages et personnalités. Chacun a sa part et son rôle à jouer. En tant qu'amateur de jeux vidéo, il est intéressant de noter que chacun représente une classe potentielle d'un jeu de rôle. Épée et bouclier, double lame, etc., etc. Et que la progression de l'histoire, par moment, fonctionne sur une sorte de système de quête donné par des personnages secondaires, donc des PNJ, des personnages non jouables, uniquement présents pour étoffer le background et aider le joueur à évoluer. L'univers en lui-même est aussi très cohérent et fouillé, ce qui reste pourtant malheureusement le gros point faible de beaucoup de livres de fantasy. D'un point de vue strictement personnel, de par sa brutalité, sa violence et son réalisme, tout en offrant de grandes batailles épiques, durant ma lecture, je me suis retrouvé entre David Gemmell, auteur de Légende, dont je vous parlerai prochainement, et d'Andrzej Sapkowski, l'auteur de la saga du sorceleur dont je vous ai déjà parlé. Il y a du sang, des larmes, de la magie, des personnages attachants et vulnérables sous leur
leur carapace. C'est aussi un récit initiatique pour le jeune Kinnison qui change et évolue au cours du récit. Étant le premier roman de Romain Gors, il peut arriver que durant la lecture, cela se ressente légèrement mais pas au point de faire décrocher du livre. Il serait temps de s'entretenir avec l'auteur, qu'en pensez-vous? C'est dans l'atelier Froggy Art, situé dans le 6e arrondissement de Lyon, que je retrouve Romain Gors, et je les remercie de nous accueillir. Et enfin, ne paniquez pas, je me suis coupé les cheveux, une semaine s'est passée depuis le tournage du début de la vidéo. Des bisous. Voici donc en compagnie de Romain Gors. Romain, bonjour, comment ça va? Ça va bien, chroniqueur, ça va bien. Donc je vais pas te demander de nous parler de toi parce que j'ai déjà fait en première partie de vidéo et ça risque d'être un petit peu redondant, n'est-ce pas? Mais peux-tu nous parler un peu de ton état d'esprit lorsque tu as écrit Par le fer et par le sang? Ouais. Du coup, tu fais maintenant ou après? Bah je couperai, bah, vas-y, d'accord. Parle les choses. Eh ben oui, alors l'état d'esprit c'est simple, c'était simplement m'éclater, en fait, passer du bon temps. Il n'y avait pas du tout d'optique d'écrire un roman, c'était vraiment, en plus j'étais à l'école de théâtre à l'époque et c'était entre deux cours qui avaient, enfin un le matin, un le soir, je pouvais pas rentrer chez moi, du coup je commençais à gribouiller, tac tac, puis après je me dis je vais le remettre au propre sur mon ordinateur, et puis après je me suis dit tiens je vais continuer un petit peu, et puis semaine après semaine je me suis dit la même chose, puis il y a eu un moment où ça a commencé à prendre de l'ampleur, et simplement je prenais plus que du plaisir en le faisant, alors je me suis dit il faut vraiment, ça vaut le coup d'aller au bout, puis jusqu'au moment où je me suis dit bon maintenant il faut que je trouve une conclusion, pas que je fasse ça et vitam aeternam pendant 3, 4, 5, 6, 10 ans, comme beaucoup d'entre nous peuvent le faire. Et du coup, jusqu'au jour où le point final est là. Là, c'était la folie. Quoi. Ah ouais, tout seul, hein. Personne ne savait que j'écrivais, aucun copain. Enfin, s'il y avait un pote au milieu à qui j'avais dit, mais c'était vraiment un plaisir solitaire. Un petit plaisir solitaire. Tout à fait. Quelles furent tes inspirations? À l'époque, alors rien à voir avec la fantasy, mais à l'époque, toute la chronique des vampires d'Anne Rice, rien à voir, hein, oui, simplement sur le côté suivre un personnage, beaucoup de Graham Masterton, de Richard Matheson, pareil, pourtant c'est des livres one-shot, quoi, c'était pas des sagas, mais les univers, en fait le plaisir de lire, j'avais envie de voir si je pouvais l'avoir en écrivant, et si je pouvais, ça c'était autre chose, de faire en sorte que les gens qui me lisent éprouvent ça. Ouais. C'est un autre travail, ça. Mais on y vient. Oui, tu as réussi. Oui, toi, tu es fier. En tout cas, oui, j'en suis fier. Ouais. C'est le premier, donc il n'y a personne qui était là pour m'aider, donc il est plein d'imperfections, mais c'est ce qui en fait plus mon bébé que tout le reste. Ouais, parce que c'est celui qui a été fait en partant de rien, et totalement en impro, quoi. Prochaine question. La première fois que tu as écrit, comment c'était venu, comment tu t'es mis à l'écriture? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire, en fait? Alors ça... je pense que c'est la culture jeu vidéo, la culture jeu de rôle que j'avais gamin, l'amour du cinéma, des séries, pas trop de la lecture quand j'étais ado, mais donc de tout le reste. Et en fait, aimer vivre les histoires, et du coup se mettre comme ça à griffouiller parce qu'on a envie de... Voilà. Et c'est tout bête, mais aussi tout gamin avec des jouets, à faire des histoires, avec des jouets, enfin comme tous les enfants je pense, hein, mais c'était vraiment, mes parents ils me foutaient là, je pouvais rester 8 heures, je jouais, je faisais des histoires. Comme moi aussi. Ouais, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui pourront se reconnaître de les gens qui écrivent. Mais tu as commencé directement par le fer et par le sang, t'as pas commencé à écrire des petites histoires à droite à gauche ou... Alors en fait j'ai commencé à 18 ans un roman qui s'appelle Community City. Mais alors, je savais même pas qu'il s'appelait comme ça à l'époque, hein. J'ai écrit, je sais pas, pareil, est-ce que j'ai écrit 10, 20, 30 pages. Après, j'ai laissé tomber, je faisais mes études, tout ça. Puis, du coup, pendant mes études de théâtre, j'ai commencé à écrire Par le fer et par le sang, que j'ai fini, en gros, en 2 ans et demi. Et quand je l'ai fini, je me suis dit, tiens, en fait, j'avais écrit ça, et du coup, j'ai fini Community City après. D'accord. Voilà. Ouais, donc t'as enchaîné. J'ai enchaîné en me disant, je dois encore écrire, tiens, plutôt que de recommencer quelque chose, j'ai ce truc-là qui traîne. Alors, c'était une bouse sans nom, pardon, mais parce que vu que j'avais écrit ça à 18 ans... Mais t'as vu plus gros, parce que Par le fer et par le sang, c'est un beau pavé d'à peu près 600 pages. Ouais, 440, 450. Et j'ai vu plus gros? Je te demande. Non. Non, là c'est pareil, c'est que j'avais commencé Community City et je voulais le finir. Juste le finir. Ça se trouve, quand je reprenais la première partie, je l'aurais pu finir en 10 pages. Mon idée, c'était pas de faire plein de pages, c'était de le finir. J'ai toujours cette phobie de ne pas finir les trucs. Ouais. De dire, je cumule 50 projets non finis. Ça me... Vraiment, c'est... Et l'idée d'abandonner un projet, c'est pas possible. Vraiment. Et même si c'est pas un Community City, je l'ai jamais corrigé. C'est un projet qui est pas bon en soi.
Parce que, enfin pas bon, qui est un brouillon, on peut dire c'est vraiment un brouillon. C'est même pas un premier jet. Mais je sais pas si je le retravaillerai un jour, mais au moins il a le mérite d'être fini. Il y a un début, un milieu, une fin. Bon ou pas bon, c'est autre chose, mais c'est fini. Et ça c'est important, je trouve. Oui, c'est très important. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta méthode d'écriture? Ouais. Elle a vachement évolué parce que par l'essence c'était de l'impro mais très réfléchi parce que je m'amusais tellement que j'y réfléchissais beaucoup entre les sessions d'écriture qui étaient à peu près hebdomadaires. Après là pour les projets que j'ai en ce moment et tout ça, bah voilà, là j'ai fait un vrai travail que j'ai pu lire dans des manuels et tout ça, c'est-à-dire de préparation de bibles de personnages, d'actions, d'événements pour pouvoir faire le puzzle et pas être paumé quoi. Et ne jamais me dire oh là là il y a une grosse incohérence ou alors je sais pas où je vais et tout ça. Donc la méthode elle est vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois de préparation et après de la rédaction pure. Et moi, alors ça c'est vraiment ça ne tient qu'à moi, j'écris dans l'ordre. Je fais pas chapitre 1, chapitre 6, certains font ça et je pense que s'ils le font c'est que ça leur va, moi je fais dans l'ordre. Après c'est voilà, un travail d'information, voilà, en ce moment c'est un polar, donc ben voilà, préparer les meurtres, préparer la psychologie des personnages, la rencontre des personnages, le puzzle de l'enquête, voilà. Ok. Si tu as un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture, un petit conseil à donner? En tant que prof de scénario et d'écriture? En tant que prof, alors, si on y va vraiment pour le côté passionnel, j'en aurais plein de petits conseils, mais alors après, peut-être d'autres gens qui font le même métier que moi diront l'inverse, mais en tout cas, voilà, moi ce que je dis, c'est pas avoir 50 projets à la fois, prendre des notes sur tous des autres projets qui peuvent arriver dans votre tête, mais se mettre à fond sur un. Ne pas vouloir forcément, ça c'était mon erreur aussi au début, forcément partir sur des romans, penser que la nouvelle peut vraiment être pour se mettre le pied à l'étrier, c'est vraiment bien, quitte à, quelques années après, reprendre cette nouvelle pour en faire quelque chose de plus gros. Et puis c'est une question de discipline, c'est-à-dire s'interdire le j'ai pas envie. S'interdire le j'ai pas envie, ça je pense que, même que ce soit un métier ou une simple passion, c'est j'ai pas envie, ben ouais, mais on s'y met quand même, et même si c'est qu'une demi-heure, alors que d'habitude on écrit 4 heures, ben cette demi-heure-là, on va peut-être pondre une ligne, 2 lignes, un chapitre, peut-être une page, peut-être plus, mais au moins ce sera fait. Et encore une fois, comme je disais pour Community City, ça a le mérite d'exister. Après on peut l'effacer, se dire c'était pas bon, mais au moins on aura pris ce moment de... Au début c'est dur, et après en fait il y a ce côté de se dire, ben, moi je sais que c'est tous les jeudis que j'écris, et ben aujourd'hui c'est quand on propose du travail, quand on propose des rendez-vous même amicaux ou quoi, ah ben moi jeudi je travaille. Je travaille. C'est bloqué. C'est bloqué, c'est pas possible, voilà. J'ai pas envie, c'est... ça commence par j'ai pas envie, et ça peut évoluer. Et ça, attention. La discipline, après, elle rentre comme un entraînement où finalement on a de moins en moins de mal à s'y mettre, on a de moins en moins de mal à trouver l'inspiration, à trouver l'énergie, parce qu'on est entraîné. C'est un peu bête, mais c'est comme un sport, comme n'importe quelle discipline, c'est qu'il faut en avoir de la discipline pour... Il faut se forcer, hein. Il n'y a personne pour nous mettre un coup de pied au cul, c'est ça qui est génial aussi. C'est que du coup, quand on y arrive, on sait qu'on y est arrivé par nous-mêmes. Ah ouais. Et pas forcément se mettre de limite de page non plus quand tu parles de nouvelles. Ah non. Y aller, même une nouvelle d'une page, une demi-page. Ah oui. Une histoire, elle peut être très bonne en une demi-page. Il n'y a qu'à voir toutes les chansons ou les poésies. Je ne suis pas du tout expert là-dedans, mais on peut être emporté par des paroles de chansons, ça dure 3 minutes. Et encore, 3 minutes avec l'instru, mais quand on les lit, ça dure 2 minutes. Une poésie, et on est emporté. Une demi-page, 1000 pages, voilà. Simplement, quand on commence, partons plutôt sur une demi-page. 1000 pages... sans expérience, il y a moyen de se perdre, il y a moyen de perdre le lecteur, il y a moyen de perdre la motivation. Alors que finir plein de petits projets, c'est aussi se dire, tiens, maintenant j'en ai fini des petits, je peux peut-être essayer plus, et plus, et plus. Voilà. Il y a plein de nuances là-dedans, mais en gros, ce serait ça. D'ailleurs, tu nous parlais de musique, il y a un instant. Dans ton livre, au début, il y a la liste de ta playlist, en fait, de ce que tu écoutais pendant que tu écrivais. Est-ce que c'est important pour toi, dans ta méthode ou dans ta façon de fonctionner, d'avoir de la musique quand tu écris? Ou tu préfères justement dans le sens, parce qu'il y a les deux qui existent? Ah, les deux existent, ouais. 95% du temps, c'est avec de la musique. Il y a des moments, je me mets à écrire et je me rends compte au moment où j'en ai pas mis. D'accord. Et je me dis, tiens. Et par contre, une fois que je me suis rendu compte, il faut que j'en mette parce que sinon, je suis bloqué. Ça influence forcément quand t'écris un petit peu. Ah oui, totalement. Oui, c'est que, étant donné qu'il y a une playlist souvent de BO de films ou de choses comme ça, donc ça fait en aléatoire, donc on peut passer d'une musique un peu guerrière à une musique douce à une musique triste. Attention non plus à pas trop se faire influencer pour pas que, alors, dans la lecture, ça fasse un petit peu tout et n'importe quoi. Mais bon, oui, de la musique.
Ouais. Je connais pas beaucoup de gens qui écrivent dans le silence. Il y en a, hein, Ouais. mais je sais que souvent les gens me disent il y a toujours une petite musique, un petit truc et tout ça. Ouais. C'est vrai que je le mets au début de livre pour le côté si jamais vous avez envie de vous immerger là-dedans. J'aurais presque envie de dire à des moments telle musique à tel moment. Il y a des moments précis où je me dis ça c'est cette musique. Tu savais Voilà. qu'à ce moment précis, c'était tellement... Et elle était en boucle et si ça me prenait 10 pages, elle tournait pendant 10 pages. Donc à la fin. Mais ouais, c'était ça, ouais. Quel est le premier livre qui t'a fait frissonner, qui t'a ému, qui t'a touché, qui t'a bouleversé presque? Enfant, on va dire Jack London. Ouais. Cro-Blanc, un peu plus vieux Misery de Stephen King. Ouais. D'accord. Ouais. Je mettrai les images. Hein, Ouais. Là. Ici. Là. S'il le fait pas, vous le saurez, je Ouais. j'ai mis mon voix. Il a mis ce Mais- Là, il a mis ce doigt-là, pas ailleurs. Hein, jamais. On voit pas mes mains. Donc Jack London et King en fait. Ouais, pour commencer, ouais. Je sais même plus comment j'ai. Bah si, Jack London, c'est par une prof au collège. D'accord. Et Misery, je crois que c'est par un de mes potes, Yann, qui lisait Stephen King et que j'ai lu Misery, ouais. Je l'avais jamais lu comme ça. D'accord. Je lisais à table, je me faisais engueuler par mes parents. Ouais, Pose ton livre en main et tout ça. Et ça les amusait plus qu'autre chose parce que bon, voilà. Oui, parce que leur fils lisait. Donc Ouais, voilà, c'est ça. Leur fils lisait, putain. C'est vrai, hein, ouais, c'est vrai. donc tu nous as parlé un petit peu de tes futurs projets, tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais. Si c'est pas encore... Non, secret. sans entrer dans les détails. Enfin c'est secret dans le sens où. En fait, c'est pas de la superstition, mais tant que c'est pas fini, j'en parle peu. Ouais. Plus parce que si c'est pas fini, Bah, forcément, oui. voilà. Donc ouais, bah là je suis sur un roman policier qui se passe à Lyon, qui est quasiment fini. Je pense qu'au printemps, donc là on est en février. Ouais. C'est ça, hein, février. Hein. C'est ça. On est mi-février. Je pense que bon, avant l'été, ce sera fini et quasiment, j'espère, corrigé. D'accord. Parce que pareil, après, il y a tout un travail de correction stylistique, grammaticale, ce sera quelqu'un d'autre. Oui, ce sera... Ah ouais, non, point trop d'infos. Sangoku ou Vegeta? Vegeta. Pourquoi? Parce que, Voilà. l'évidence. Et enfin, est-ce que tu as un livre à nous conseiller, un auteur de prédilection que tu conseillerais aux gens de YouTube? Si je dois en citer qu'un. Alors, soit un auteur, soit un livre, soit les deux, enfin, mais un, c'est possible. Ouais. J'ai jamais pleuré en lisant, vraiment. Mais la fois où j'ai presque versé ma larmichette, c'était Je suis une légende. D'accord. Et à chaque fois que je dis Je suis une légende, j'ai une peur bleue que les gens se disent j'ai vu le film. Oui, le film qui n'a rien à voir. Non. Les films, d'ailleurs. Parce qu'il y en a eu Oui, trois. alors moi je pense à celui de Will Smith. Oui, Hein, Will Smith, j'ai même pas vu l'autre. Il y a eu celui avec Vincent Price, il y en a eu un autre qui s'appelle Le Survivant avec l'acteur qui faisait Moïse. Je mettrai la photo. Charlton Heston. Moïse. C'est peut-être Charlton Heston. Elle a dit comme maman. Ah oui, Charlton Heston, oui, d'accord. Oui, bah non, j'ai pas vu ça. Ouais. Mais non, je parle de celui de Will Smith qui est. En fait, en soi, c'est pas forcément un mauvais film. Simplement, tu le titres pas Je suis une légende. Oui, parce que c'est pas. Ça n'a rien à voir. Le film peut être très bien, et moi du coup je le trouve pas bien parce que j'ai ce livre qui m'avait. En fait, le livre est super. Ouais. Et la fin de livre, rien que de le dire, ça me met des frissons. À la fin du livre, la dernière page, le dernier truc, s'il n'y a pas un twist vraiment final, Un petit peu, mais petit j'ai peu pas- léger, c'est pas vraiment- mais c'est surtout comme c'est écrit, comme Ouais. ce que ça dit, et la dernière phrase, la toute dernière phrase. Ah, rien que de le dire. Ah, celui-là, ouais, parce que, en plus, pas très long. En plus, c'est un livre qui fait quoi, 200-250 Ouais, pages, je sais ouais, plus, ouais. ouais. Et ouais, donc très bon livre. Après, des auteurs, Richard Matheson en général. Ouais. Donc, je suis une légende de Richard Matheson et Richard Matheson en général, parce que il a fait des livres, aujourd'hui, on dit, il a fait La Maison des Damnés, alors certains vont nous dire encore une histoire de maison Ouais. hantée, oui, sauf Mais- que c'était à 70 ans. C'était il y a 70 ans. Donc, C'était la plume de Matheson qui est quand même Voilà. particulière. Il a fait aussi L'homme qui rétrécit. L'homme qui rétrécit, Oui, et voilà. un autre, alors j'oublie toujours le titre, Le jeune homme et la mort, non ça c'est une pièce de théâtre, La jeune fille et la mort, mais Le jeune homme, le temps et la mort, je sais plus, et tout ça. Je chercherai et puis je vous mettrai. Oui, et puis tu doubleras ma voix, tu feras Voilà, semblant que c'est moi c'est qui ça. dis le bon titre. C'est ça. Toujours de Richard Matheson, et pareil, une histoire, pour le coup d'amour, mais voilà, la sauce Matheson, très très bon. Un auteur qui est mort il n'y a pas très très longtemps, Ouais. hein. Il est vécu vieux, il est décédé il y a quoi, 3-4 ans. Je crois, il me semble. Ouais, un Richard Matheson, il écrit des trucs classiques, mais... puis après, il y en aurait plein d'autres. Oui. Je cite même pas King, je cite pas... Alors tiens, je vais citer si, parce que on parle souvent des auteurs anglophones, je vais citer Maxime Chatham, que je Ouais. trouve absolument génial, qui n'a rien à envier à qui que ce soit, qui prend des risques dans ses écrits, avec qui est rare Autre en Monde. France. Ah ouais.
lisez Je suis une légende et lisez la trilogie du mal de Maxime Chatham, entre autres, mais juste pour en citer que ça. La trilogie du mal aussi. Ouais, voilà, ces trois-là, Joshua Brolin et Robert Neville, ces deux. Voilà. Ok. Pour ne pas en dire plus. Bah, merci beaucoup, Romain. Et bah de rien, c'était avec plaisir. J'espère que ce nouveau petit format vous a plu. Laissez-moi un commentaire, on verra. C'est tout pour nous. D'ici là, nous vous disons à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur et nous vous souhaitons d'agréables lectures. Mais vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser sans vous donner les résultats du concours pour les 100 abonnés? Mais bande de pauvres fous. Romain, s'il te plaît, j'ai donc fait appel à Romain que vous venez de voir pour jouer la main innocente, le petit agneau égaré qui va tirer au sort vos noms. Et je vous remercie pour toutes vos participations. Participation. Vas-y Romain. Je tire combien de papiers? Partir 1. Mélange bien. Oui, parce qu'il y a plusieurs papiers, hein, voilà, si vous... C'est une vraie tasse avec des vrais papiers dedans. Voilà. Allez, et le roulement tambour. Et Tristan Legendre. Bah, félicitations Tristan Legendre. Bravo. Je te contacterai juste après la publication de la vidéo pour t'annoncer que tu as gagné. Et t'envoyer donc les 3 premiers tomes de James Mallory, ainsi que la nouvelle Bordel féerique, ainsi que Z pour Zachary de Robert C. O'Brien. Merci à tous et à bientôt. au revoir.